bienvenue sur Ose en parler Le podcast qui répond à toutes tes questions. pour rester en bonne santé, Quand tu veux avoir un bébé, parce que prévenir, c'est mieux que guérir. Salut Vincent, ça va? Salut Hélène, ça va, ça va. Écoute, ouais, je suis content de te voir aujourd'hui. En vrai, je réfléchissais un peu à ce que tout ce que nous a raconté Ragnar la dernière fois. Et tu vois, c'est cool. Il y a plein de choses à faire dans toute cette période des 3 mois avant. Et en même temps, c'est assez long, 3 mois, et c'est assez long pour se poser la question mais en fait, si ça se trouve, je fais tout ça, mais en fait, je peux juste pas avoir d'enfant parce que bah, c'est comme ça, j'ai un problème, tu vois. Donc, ouais, je suis un peu là-dessus en ce moment, on va dire. Ah oui, ça je te comprends. Et c'est vrai que dans nos vies hyper actives, hyper stressées, il y a vraiment un côté, en fait, l'enfant, ça marche pas. Nous, ça a mis beaucoup de temps à venir. Et je me rappelle qu'au bout de 6 mois, je commençais vraiment à stresser, à me dire, mais en fait, on a un problème. Et puis la peur de rentrer dans ce calvaire de l'accompagnement, de la FIV, etc. Donc c'est vraiment une question, effectivement, de l'infertilité. Je comprends que ça fasse peur. Bah ouais, ça fait archi peur, tu vois, tu me dis 6 mois, ouais, 6 mois, c'est hyper long. Et puis, ouais, effectivement, moi, j'ai que des images et des histoires, de témoignages de ça a été hyper compliqué. Au final, je sais pas, toi, justement, dans ces stress-là, etc., tu connais pas quelqu'un qui peut répondre un peu à nos questions sur ces sujets-là? Justement, j'avais envie de te présenter le docteur Fleur Delva, qui est spécialiste de l'infertilité et qui va pouvoir nous parler un peu d'un certain nombre de choses au-delà du stress auxquelles on pense pas forcément et qui peuvent jouer sur l'infertilité et que j'aurais bien aimé connaître avant. Eh ben, c'est parti. Merci pour la présentation. Et puis, allons la voir. Bonjour docteur, on est très heureux de vous avoir avec nous. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter? Oui, bien sûr. Donc, Fleur Delva, je suis médecin de santé publique. Je suis praticien hospitalier au CHU de Bordeaux, dans le service santé travail environnement, où je coordonne le centre Artemis, qui est une plateforme de prévention en santé environnement qui est dédiée à la reproduction. Et je suis également chercheur en épidémiologie et je fais des recherches sur les liens entre l'environnement et les effets sur la santé. D'accord. Alors nous, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est les questions et même certaines craintes qu'on peut avoir autour de la fertilité ou même de l'infertilité. On entend beaucoup de choses quand on est comme nous, juste enfin, des gens normaux, on va dire. On sait, on croit savoir que l'infertilité est en hausse. Moi, depuis que j'ai 15 ans, mon père me dit sors ton téléphone de ta poche si tu veux pouvoir avoir des enfants plus tard. Ce genre de choses qui peuvent faire un peu peur. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est et est-ce qu'on connaît les causes de cette hausse si elle est réelle, de l'infertilité? Alors, en fait, c'est assez complexe évidemment de répondre, à cette question parce que, dans infertilité, il y a beaucoup d'indicateurs différents et ce que l'on sait actuellement, c'est qu'il y a une baisse de la fécondité, mais la fécondité, elle est pas liée qu'à des phénomènes de santé, elle est également liée à des phénomènes, social, le fait d'avoir envie ou pas d'avoir des enfants, donc plein d'autres phénomènes finalement qui rentrent en compte que des effets strictement sur la santé. Donc c'est assez compliqué du fait déjà de cette baisse de la fécondité de dire est-ce que c'est lié à une infertilité ou est-ce que c'est lié à d'autres causes. Quand on regarde après l'infertilité, on peut regarder des paramètres soit chez l'homme, soit chez la femme. Alors c'est beaucoup plus facile de regarder des paramètres chez l'homme. Et quand on regarde les paramètres spermatiques chez l'homme, on observe en effet depuis une cinquantaine d'années, avec de nombreuses études, une diminution de la qualité de ces paramètres spermatiques. Les données scientifiques sont en faveur de cette diminution de la qualité des spermatiques, mais les études pour l'observer sont assez compliquées à mettre en place et de ce fait, il y a de nombreux biais à chacune de ces études, mais comme on a un pool d'études qui vont dans le même sens, on se dit qu'en effet, sûrement, il y a une diminution de cette qualité spermatique, mais on n'en est pas sûr non plus à 100% du fait du biais lié à ces études. Pour la femme, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est difficile de mesurer les caractéristiques des ovules. C'est des paramètres qui sont beaucoup moins accessibles finalement à la science et donc on a moins de données sur l'état de la fertilité de la femme.
Et alors justement, quand on parle, des études qui ont été faites, est-ce qu'il y a, récemment, un certain nombre de facteurs de baisse de la fertilité qui expliqueraient justement cette baisse de la qualité, spermatique ou chez la femme? Voilà, quels sont un peu les facteurs qui semblent apparaître ou qui semblent, montrer, expliquer cette infertilité? Alors le facteur majeur, c'est l'âge, parce qu'en effet, on fait des enfants de plus en plus tard, dans notre société et que l'on sait très bien et c'est extrêmement bien décrit que l'âge est le principal facteur de risque de diminution, de la fertilité. On a vraiment des données scientifiques, très fortes, vis-à-vis de ce facteur de risque, que là. Après, évidemment, on parle aussi de l'environnement puisqu'on vit dans une société industrielle et quand je parle d'environnement, c'est, vraiment l'environnement au sens très large, c'est même pas uniquement les produits chimiques. On va aussi avoir le mode de vie, la sédentarité, le tabac, l'alcool et c'est sûrement l'exposition à tout un tas de facteurs environnementaux vraiment au sens large qui peuvent, en plus de l'âge, agir sur cette fertilité. Et justement, admettons, enfin, bon, sur l'aspect âge et passage du temps, je suis un peu battu. Je peux malheureusement pas pouvoir faire grand chose en termes de prévention. Si je pouvais arrêter de vieillir, j'aurais d'autres soucis. Mais admettons que même sans savoir si ce projet-là, il est pour tout de suite ou pour dans quelques années de vouloir avoir des enfants, mais que j'ai quand même envie d'être prudent et de jouer la carte de la prévention sur tout un tas de facteurs environnementaux, qu'est-ce que ce serait vos recommandations? Qu'est-ce qu'on peut faire pour tout un chacun dans notre quotidien, se prémunir autant que possible de ces facteurs de risque? C'est vrai que si c'est en prévention assez globale comme ça, c'est vrai que je serais plutôt sur une prévention beaucoup plus globale sur, pour moi, un peu les bons gestes pour une bonne santé. C'est-à-dire que si on est sur une prévention à long terme, en fait, il faut adopter des comportements qui sont beaucoup plus globaux que uniquement centrés, sur, les caractéristiques spermatiques ou les caractéristiques, chez la femme. Il faut vraiment avoir une approche très globale parce que on peut avoir des effets sur la santé avec de nombreux facteurs environnementaux et que ça va être très difficile de cibler. Donc dans les bons gestes pour une bonne santé qui sont vraiment importants à prendre en compte, on parle beaucoup de l'aération, puisqu'on dit que la qualité de l'air intérieur est que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Et donc, une des actions de prévention assez faciles à mettre en place chez soi, c'est d'aérer au moins 10 minutes tous les jours, matin et soir. Dans les autres, mesures de prévention qu'on peut mettre en place, c'est avoir une activité physique, ne pas boire et ne pas fumer. Quand on utilise des produits chimiques, faire attention aux pictogrammes qui sont mis sur ces, produits chimiques et bien étudier, bien lire finalement quelles sont les conditions d'utilisation de ce produit chimique et utiliser le produit chimique selon, ce qui est écrit sur l'étiquette qui est préconisé, par le fabricant. Ça, c'est les gros, messages qu'on peut faire passer. Et est-ce qu'il y aurait des petits gestes, simples, qu'on pourrait aussi penser, par exemple, sur notre alimentation, sur, justement le type de produit à utiliser Mmh. qui pourrait réduire aussi ces risques? Oui, alors sur l'alimentation, en effet, c'est très important. Donc il faut bien entendu suivre les recommandations au niveau alimentaire des fruits et des légumes, 5 fruits et légumes par jour. Et c'est vrai que va se poser la question de l'imprégnation en pesticides des légumes et des fruits, qui sont consommés. Donc là, ce qu'on conseille, c'est soit de vraiment bien laver les fruits et les légumes, voire de les peler si cela est possible. Et si cela est possible, qu'on a les moyens, on peut aussi acheter bio, bien entendu, mais déjà rien qu'en pelant et lavant les fruits et légumes, c'est déjà une bonne mesure de prévention. Sur les cosmétiques, tout ce qu'on applique sur, soi, nous, on préconise de prendre les listes d'ingrédients les plus courtes pour, pouvoir essayer de limiter au maximum, les produits chimiques qui vont pouvoir passer au travers de la barrière cutanée et on va déconseiller l'utilisation de produits qui ne se rincent pas puisque ça le produit va finalement avoir plus de temps pour pénétrer, la barrière cutanée. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'au final, ce sont des gestes qu'on peut entendre effectivement dans le cadre
d'une bonne santé, d'une bonne vie de manière globale. Et je suis assez agréablement surpris parce que finalement, il n'y a pas des gestes ou des facteurs de risque spécifiques sur la question de la conception et de la fertilité. Alors du coup, voilà, comment est-ce si on veut vraiment agir au-delà de être en bonne forme, et effectivement on le sait sur plein d'aspects, que ce soit sur la période d'avance que nous a expliqué Ragnar il y a quelques temps, ou même sur la suite, etc. Pour une grossesse, on sait qu'il faut faire globalement attention enfin, à En avoir fait, des habitudes saines, mais ouais. comment est-ce qu'on peut agir spécifiquement sur Mmh. cet enjeu de fertilité? En fait, ce qui est complexe avec, la fertilité, c'est qu'on connaît mal finalement quels sont les effets de ces expositions, quotidiennes et à toute petite dose, sur la fertilité. On n'a pas ces données scientifiques-là. On a des données qui montrent qu'il se passe des choses, donc on suspecte en effet que, il se passe des choses et qu'il pourrait y avoir des expositions quotidiennes à certaines substances à petite dose qui pourraient entraîner des effets sur la fertilité, mais on n'arrive pas encore à identifier lesquels oui et lesquels non, et on n'arrive pas à je pourrais pas vous dire, par exemple, le conseil sur les cosmétiques, c'est un conseil assez global pour une bonne santé. Dans les cosmétiques, il peut y avoir des perturbateurs endocriniens. C'est assez difficile d'identifier lequel va vraiment avoir un effet sur la fertilité. Donc, c'est assez difficile de donner des messages de prévention très ciblés qui vont agir que Mmh. sur la fertilité parce qu'on a encore une, des connaissances qui sont pas complètes sur quel facteur de risque va entraîner quel effet sur la fertilité. Donc c'est pour ça qu'on reste vraiment sur ces conseils assez généraux qui, vont quand même, on espère, avoir des actions, sur la fertilité. Et alors là, on a pas mal parlé de l'aspect santé, donc très physiologique. Est-ce qu'on pourrait parler maintenant de l'aspect, psychologique? Parce que, bah, quand on parle de nos vies personnelles, quand on parle de fertilité, faut pas oublier que, voilà, il y a l'aspect comment on se sent. On parle, souvent du stress et là, évidemment, faut penser qu'on passe quand même, la plus grande partie de notre temps, dans la semaine au travail. Alors comment est-ce qu'on peut agir sur le plan psychologique, que ce soit dans nos vies personnelles et aussi dans nos vies professionnelles? Déjà, est-ce qu'il y a un lien et comment on peut agir? Ouais, alors c'est des données que je connais moins bien, hein, parce que moi, c'est vrai que les données sur lesquelles je travaille, c'est vraiment, environnement, exposition environnementale et effet sur, la reproduction. Donc c'est vrai que sur le stress, je suis pas la plus spécialiste pour vous reprendre quel est quelles sont les données de la littérature scientifique sur le lien entre stress, et fertilité. Dans que je sais, c'est que c'est assez difficile à étudier parce qu'il y a beaucoup de facteurs et de mesures différentes du stress et que ça dépend quel est le stress que l'on ressent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce stress, il doit être pris en charge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un ressent un stress, il faut absolument qu'il voie son clinicien et son médecin généraliste et que ce stress soit pris en charge parce que c'est un peu de la même façon et ça va avoir des retentissements. Donc ça me semble vraiment important que quoi qu'il arrive, ce stress soit pris en charge. Mmh. Et justement, vous avez parlé des expositions environnementales. On a parlé des gestes de prévention, et on a parlé des gestes de prévention qui sont, entre guillemets, «dans notre contrôle», dans notre contexte personnel, ce que je mange, si j'aère chez moi, et cetera, et cetera. Mais on passe en gros, et enfin, je n'ai pas vérifié la stat, mais on dit qu'on passe 80 de notre temps éveillé au travail. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour faire notre environnement de travail un environnement, bah, propice, ou en tout cas, qui soit pas quelque chose qui ait des impacts négatifs sur la conception de notre futur enfant? Alors ça, c'est vraiment un travail à faire avec le service santé-travail. C'est vraiment le rôle du service de prévention et de santé au travail de faire en sorte que le milieu de travail n'ait pas de retentissement sur la santé des salariés d'une entreprise. Donc là, on est vraiment quand nous, on reçoit des patients qui ont des troubles de la fertilité, notre rôle pendant cet entretien, c'est vraiment de leur faire comprendre l'importance de qu'on puisse faire le relais vers le service de santé au travail, pour que le service de santé au travail puisse aller dans l'entreprise, évaluer le poste de travail et en voyant la personne travailler, en voyant comment elle fonctionne à son poste de travail, ils vont pouvoir donner les mesures de prévention
à mettre en place pour maîtriser les expositions professionnelles. Donc, c'est vraiment un travail à faire avec les services de prévention et de santé travail. Et une autre question qu'on a, qu'on peut se poser et pourtant qu'on n'a pas encore posé jusque-là, c'est vous recevez dans le cadre de votre activité des patients qui ont des troubles de la fertilité. Concrètement, quand est-ce qu'il faut que je commence à m'inquiéter? Combien de temps, au bout de combien de temps, quels signaux peuvent me faire dire tiens, ce serait bien de rechercher de l'accompagnement ou de consulter? Et à l'inverse, est-ce que je peux me dire pendant un certain laps de temps que c'est pas la peine de psychoter, c'est normal, quoi? Alors, je crois que alors c'est pareil, je suis pas clinicienne c'est pas moi je prends en charge que Mmh. pour l'environnement, mais pour moi, c'est 2 ans de rapports sexuels réguliers, sans arriver à concevoir un enfant, il faut vraiment consulter et 12 mois selon l'âge. C'est-à-dire que si on a 35-40 ans, c'est plutôt 12 mois sans rapport protégé et sans concevoir un enfant et avant, c'est plutôt 2 ans. Donc là, c'est vrai que c'est un sujet qui est toujours un peu délicat et dont il est pas forcément évident de parler, en particulier, que ce soit, dans le couple ou que ce soit, à l'extérieur. Comment est-ce qu'on peut trouver des réponses aux questions qu'on peut se poser? Comment est-ce qu'on peut se faire accompagner sur ce sujet-là? Alors pour moi, il faut d'abord en parler, en tout cas quand on a des troubles de la fertilité, il faut vraiment en parler avec son clinicien et quand après on veut se faire accompagner sur justement améliorer son environnement, il existe plusieurs plateformes comme le Centre Artémis. Donc le Centre Artémis, c'est une plateforme de prévention en santé environnement qui est dédiée à la reproduction qui est au CHU de Bordeaux. Mais il existe, en France plusieurs autres plateformes du même type qui se sont mises en place et on peut aider, à accompagner, les personnes justement pour faire un peu un bilan de leurs expositions professionnelles et environnementales et voir ce qu'on peut mettre en place justement pour faire de la prévention, pour une future, grossesse. Donc, ça s'appelle le réseau des plateformes Prévenir et donc, il y a des plateformes un peu partout, sur le territoire. Il existe après, de nombreux sites, tels que le site de Santé publique France, les 1000 premiers jours, qui peut Mmh. aussi aider à voir, sur, un site internet qui est assez bien fait, qui représente les différentes pièces de la maison et qui permet aussi de voir les mesures de prévention que l'on peut mettre, en place. Et puis il existe d'autres initiatives bien sûr, également. Mmh. Et finalement, enfin, au final, quel serait le message que vous auriez ou qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un, comme moi, en réalité, qui, voilà, qui en est au début de ce projet-là et qui, peut avoir un peu des craintes, des peurs, pas trop savoir, heu, par où commencer, s'il faut s'inquiéter, voilà. Quel message vous donneriez à des personnes qui veulent avoir un enfant sur ces sujets de la conception et de la fertilité? Alors d'abord de arrêter de se stresser et qu'en effet, on vit dans l'environnement dans lequel on vit et en effet, on peut améliorer des choses, mais on peut le faire au fur et à mesure. On n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Pour moi, le message le plus important, c'est déjà chez quelqu'un qui fume et qui consomme de l'alcool, c'est déjà d'abord d'essayer d'arrêter parce que c'est beaucoup plus facile d'ouvrir une fenêtre et d'aérer 10 minutes chez soi que d'arrêter de fumer. Donc il faut Mmh. déjà se faire accompagner sur l'arrêt du tabac parce que c'est quelque chose qui est compliqué. Il faut pas culpabiliser par rapport, à une consommation tabagique. Il faut vraiment se faire accompagner et se faire aider. Une fois qu'on a réglé déjà le problème, du tabac et de l'alcool, sur les autres, expositions environnementales, on peut y aller au fur et à mesure et en faisant ce que l'on se sent prêt à faire comme effort. Il y a quelqu'un, ça sera sur les cosmétiques, quelqu'un d'autre, ça sera sur l'alimentation et on peut faire les choses au fur et à mesure et dans l'esprit plutôt bon geste pour une bonne santé, ne pas se focaliser, sur le côté et que ça va améliorer la fertilité. Mmh. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Fleur, pour toutes ces réponses, à nos questions. Et donc, du coup, si on veut pouvoir suivre, vos travaux, et cetera, c'est plutôt les centres Artémis qu'on recherche, c'est ça? C'est ça. Merci Parfait. beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Encore un épisode passionnant. Elle l'a pas dit, mais je te rassure tout de suite sur ta question du début.
les testicules et le téléphone portable, c'est pas du tout les ondes qui sont dangereuses, c'est effectivement juste le fait d'avoir une source de chaleur juste à côté des testicules. Il faut savoir les garder au frais. Yes, et puis effectivement, au-delà de ça, qui a été un peu une arlésienne avec mon père depuis quelques années, mais c'est intéressant cette discussion parce qu'au final, ce que j'en retiens, c'est d'une part que tous les bons gestes sont des gestes qu'on connaît déjà et qui s'inscrivent dans globalement être en bonne santé, ce qui ne peut que aider la cause. Et par ailleurs, c'est assez facile de faire un petit diagnostic justement en écoutant ça. Et globalement, il n'y a pas de raison de se stresser. Et se stresser sera plus un problème qu'autre chose. Oui, j'ai beaucoup aimé qu'elle nous dise, avant 1 an, 2 ans, on commence pas à stresser. Donc on se pose pas la question de se dire: «Oh là là, je suis pas tombée enceinte dans 3 mois, c'est une catastrophe». Parce C'est clair. qu'effectivement, plus on se met de la pression, plus on va stresser et finalement moins ça va marcher. Donc effectivement, j'aime bien cette idée et j'aime bien aussi l'idée de se dire que c'est important de prendre en compte la partie professionnelle. Donc que ce soit sur la partie stress et sur la partie environnement de travail, savoir qu'on peut avoir aussi un diagnostic de ce côté-là pour pouvoir se dire, bah, est-ce que j'ai une forme d'exposition qui peut aussi contribuer à une baisse de la fertilité de ce côté-là? Ça, c'est très Mmh. rassurant. Oui, et puis par ailleurs, même si on s'inquiète vraiment, il y a toujours la possibilité de se faire accompagner, visiblement, ce qu'elle nous a bien dit aussi. Maintenant, moi, la question qui me reste, c'est du coup, une fois qu'on a fait ce tour-là et qu'on a parlé à Fleur, on a parlé à Ragnar, c'est bon, ça y est, c'est bon, je sais tout là. Il n'y a pas d'autres surprises encore. Ah, que tu dis, que tu dis. Bah, écoute, je pense qu'on va se reparler très bientôt parce que si tu commences à faire des efforts pour que le bébé se mette en route, imagine ce qui peut se passer quand il est vraiment en route. Ok, on va garder ça pour une autre fois. Dans ce cas-là, merci beaucoup, Hélène. À bientôt.